Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo d'optique consacrée à l'interféromètre de Michelson qu'on va étudier en configuration coin d'air. Alors, vous savez que dans l'interféromètre de Michelson, il y a deux miroirs. Donc, un miroir que je vais appeler ici M2 et un miroir M1. Et il y a aussi un miroir semi-réfléchissant qu'on appelle la séparatrice ici. Et pour un certain nombre de raisons de tracé, il est souvent intéressant de dessiner en fait le symétrique de M1 par rapport à la séparatrice, et donc de le représenter ici, je vais le mettre en jaune, par un miroir. Alors là j'ai fait un symétrique qui n'est pas bien symétrique, donc je vais l'améliorer un petit peu. Hop, il est plutôt comme ça, M'. Et en fait, dans l'interféromètre de Michelson, il y a deux configurations bien intéressantes. Soit M' et M2 sont rigoureusement parallèles, et on parle du montage lambdaire. Soit il y a une petite inclinaison entre M' et M2, de telle sorte qu'ils soient séquents, et on parle du montage coin d'air. Et c'est ce montage-là, le montage coin d'air, que l'on va étudier aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que je vais incliner un petit peu le miroir M1, comme ça, d'un certain angle, de telle sorte que, en fait, quand je le replie sur le miroir M'2 par symétrie, on est hop, un certain angle ici, alpha, entre le miroir M'1 et le miroir M2. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, on va considérer qu'il y a une source étendue qui émet un faisceau de rayons quasi parallèle à l'axe optique qui arrive sur le Michelson, et on admet dans ce cas-là qu'il va y avoir une localisation des interférences à proximité des miroirs. Donc ça c'est quelque chose que l'on admet. Si on éclaire le Michelson en configuration coin d'air, c'est-à-dire que les deux miroirs repliés qui font cette forme-là, et donc si on prend le Michelson en configuration coin d'air et qu'on l'éclaire avec une source étendue, on va avoir localisation des franges au niveau des miroirs M2, M'. Et donc l'intérêt de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de comprendre quelle est la figure d'interférence qu'on va observer et comment on peut l'observer, puisqu'elle est localisée au niveau des miroirs, quelle va être la stratégie mise en œuvre pour l'observer. Donc on va s'intéresser maintenant plus particulièrement à la figure d'interférence et on va la déterminer tout de suite. Donc on va maintenant dessiner plus proprement le schéma. Donc on a le miroir M2 et le miroir M1, M'1, donc M1 replié. Et puis comme on s'intéresse aux interférences au voisinage des miroirs, on va se placer par exemple en un point M ici. Alors ce point M il va être caractérisé par son abscisse X, donc je vais noter l'axe des abscisses EX, le vecteur unitaire EX comme ça, depuis l'origine. Alors ce point où le miroir M'1 et M2 se croisent, c'est ce qu'on appelle l'arête du coin d'air. Et donc X repère le point M, et on a vu qu'il y avait des rayons qui arrivaient parallèles ici sur la séparatrice, et donc par réflexion sur la séparatrice, ils vont arriver, les rayons qui vont interférer en M en fait vont arriver ici en incidence qu'on va supposer normale. Et donc qu'est-ce qui va se passer ici au niveau du point M? Eh bien, il y a un rayon qui va aller se réfléchir sur M2, donc je vais le dessiner ici, qui va continuer sa route, qui se réfléchit sur M2, il se réfléchit, il revient en M, donc comme c'est le rayon qui se réfléchit sur M2, je l'appelle le rayon 2, et puis il y a un rayon qui se réfléchit directement sur le miroir 1, et il revient en M comme ça, et ça c'est le rayon 1. Donc vous voyez au niveau du point M, on a le rayon 1 et le rayon 2 qui sont arrivés, donc je dessine aussi le rayon 2 après qu'il soit arrivé au niveau du point M. Pardon. Donc je redessine bien le rayon numéro 2, il a fait demi-tour, il s'est réfléchi sur le miroir 2 et il continue comme ça, en passant par M, et le rayon numéro 1, lui, hop, il s'est réfléchi ici, il part par là, mais c'est pareil, il passe aussi au niveau du point M. Donc le point M est bien atteint par deux rayons, et pour voir la figure d'interférence qu'on va observer au niveau de M, il faut que je calcule la différence de marche entre ces deux rayons. Et bien en fait, si on analyse bien, la différence de marche, elle est juste associée à l'aller-retour du rayon numéro 2, ici, et donc si je note E de X, l'épaisseur du coin d'air
à l'abscisse x, eh bien delta, ça va être 2 fois l'épaisseur E de x. Alors si on se situe dans un milieu d'indice n, il ne faut pas oublier que comme delta c'est une différence de chemin optique, il faut multiplier la longueur parcourue par l'indice de réfraction du milieu. Donc on a ici que la différence de marche en m, c'est en fait l'aller-retour que fait le rayon numéro 2, et donc c'est 2E de x fois l'indice de réfraction. Alors, on remarque aussi que ici on a l'angle alpha du coin d'air qui est ici, et donc que tangente alpha, c'est directement le côté opposé, donc E de x sur x, et d'où on déduit directement que la différence de marche au point M, repérée par x, eh bien c'est 2xn tangente alpha, et comme on va se placer quand même avec des angles alpha très petits devant un radian, on va pouvoir faire l'approximation que c'est 2xn alpha. Alors, on en demande de déduire la forme de la figure d'interférence. Eh bien, on sait qu'une frange, c'est un ensemble de points M tels que delta égale constante. La différence de marche est une constante. Eh bien, c'est donc un ensemble de points M tels que x égale constante. Et donc, on va avoir des franges rectilignes. On aura donc ici des franges rectilignes, puisque qu'est-ce que ça veut dire d'avoir x constant? Si je redessine schématiquement voilà, les deux miroirs, M1, M2, M2 et M'1. On sait que x, on a ici x égale 0, et puis quand on a l'axe des x comme ça, des points pour lesquels x égale constante sont des points comme ça repérés, mais comme il faut bien imaginer que on a des points donc, qui vont correspondre à des franges, mais comme les miroirs, il y a une invariance des miroirs dans le plan perpendiculaire à la feuille, ici, en fait, ce ne sont pas des points, mais ce sont bien des franges rectilignes que l'on va observer. Et donc la question qu'on se pose maintenant, c'est quelle est l'interfrange de la figure d'interférence? Eh bien, on pourrait s'intéresser à la position de la frange d'ordre P. Eh bien, on sait que la frange d'ordre P, elle est définie par une différence de marche qui est un multiple P de la longueur d'onde, P fois lambda. Or, delta, c'est 2x l'abscisse de la frange d'ordre P fois n alpha, et donc on en déduit que l'abscisse de la frange d'ordre P, c'est P lambda sur 2 zen alpha, et donc, imaginons qu'ici on ait l'abscisse de la frange d'ordre P, là on aurait l'abscisse peut-être de la frange d'ordre P plus 1, et donc l'interfrange c'est xp plus 1 moins xp, et ça si on le calcule on trouve directement lambda sur 2n alpha. Voici l'interfrange de la figure d'interférence qu'on observe avec un coin d'air. Alors où se situe la frange d'ordre 0? Eh bien qui dit frange d'ordre 0 dit que la différence de marche entre les rayons qui interfèrent est nulle, et quand on voit l'expression de la différence de marche, on s'aperçoit tout de suite que c'est x égale 0. Autrement dit, x égale 0, c'est ici, et c'est l'arête du coin d'air. L'arête du coin d'air est le lieu de la frange d'ordre 0. Alors maintenant, on va essayer d'observer ces interférences. Alors ce qui n'est pas facile, c'est que les interférences, la figure d'interférence, donc qui sont ici des franges rectilignes, est localisée au niveau des deux miroirs. Mais les deux miroirs sont à l'intérieur. Donc vous avez ici donc le miroir M1, le miroir M2, le miroir M'1 qui est le miroir M1 replié. Donc ça c'est dans le cas où M1 est un peu incliné. Vous avez la séparatrice qui est ici. Mais ça, le Michelson est éclairé ici, mais voilà, les franges sont localisées à proximité des miroirs. Mais comment les observer? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer les franges, donc qui vont être de ce type-là, des franges rectilignes. On va les considérer comme un objet lumineux dont on va essayer de faire l'image sur un écran. On va essayer de les observer sur un écran. Alors comment on va faire ça? Eh bien on va simplement placer une lentille, ici une lentille L, qui va nous permettre de conjuguer
le plan, la zone des miroirs, là où se situent les franges, avec l'écran, de telle sorte qu'on va observer sur l'écran une image des franges qui sont sur les miroirs qu'on va considérer comme des objets. Donc l'objet de la lentille, ce sera la figure d'interférence des franges rectilignes, et l'image, ce sera ce qu'on observera sur l'écran. Donc je vais appeler ici le O le centre de la lentille. Je vais appeler ici sur l'axe optique de la lentille. Attendez, je l'ai un peu. L'axe optique doit passer par O, donc voilà. Voilà, vous avez O, c'est le centre de la lentille. J'appelle ici A le point du centre de l'axe optique de la lentille qui est au niveau des miroirs, et j'appelle A' le point de l'écran qui est sur l'axe optique de la lentille. Alors on nous dit que l'écran est placé à une distance D derrière la lentille, donc petit d derrière la lentille, donc ce qui fait que cette distance-ci s'appelle D, et que la lentille de projection est elle-même placée à une distance grand D du coin d'air, donc voilà, et on appelle f', bien sûr, la distance focale de la lentille. On nous demande quelle est la relation entre grand D et D. Eh bien, la lentille sert à conjuguer le coin d'air à l'écran, et donc il y a la relation de conjugaison qui s'applique entre le plan de l'écran et le coin d'air, qui est 1 sur A' moins 1 sur A égale 1 sur F'. Alors, nous travaillons avec des longueurs algébriques, ça veut dire qu'il faut définir un sens positif pour les longueurs algébriques. On va définir ici classiquement de l'objet vers, de l'objet vers l'image. Et donc on a ici 1 sur A' qui vaut 1 sur D. Donc ça va donner 1 sur petit d, moins 1 sur moins 1 sur moins d, puisque OA est négatif, donc en fait ça fait plus 1 sur d, égale 1 sur F'. Et voici donc la relation qui va nous permettre de placer la lentille et de conjuguer le coin d'air avec l'écran. On nous demande maintenant quelle est l'interfrange I' entre deux franges sur l'écran, c'est-à-dire que on avait ici un interfrange I au niveau du coin d'air. Ici, on va observer aussi des franges, mais avec un interfrange potentiellement différent I'. Alors, considérons, par exemple, pour bien visualiser, que voilà, il y avait une frange brillante au niveau du centre de la lentille, et donc on observe I ici, et là je vais redessiner. Donc là, on a vu qu'au niveau de l'arête, je redessine un tout petit peu mieux ici, au niveau de l'arête du coin d'air, il y avait la frange d'ordre 0, qui est donc une frange brillante, puisque la différence de marche est nulle. Et donc, imaginons que on avait une frange à côté avec un interfrange de I. Ici, on va avoir une frange brillante, et puis on va avoir peut-être un interfrange différent qui vaut I'. Alors, eh bien si j'appelle par exemple, nous avons appelé A ce point-là, je peux appeler B ce point-là. Et je peux chercher l'image de B par la lentille. Et bien en fait, je vais m'apercevoir que hop, le rayon passant. Attendez, je vais essayer de faire un schéma. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus facile de dessiner. J'efface les. Voilà. Je vais dessiner. Je cherche où est l'image de B. Comme ça, comme je vais pouvoir trouver le nouvel interfrange sur l'écran. Donc je peux prendre un rayon qui passe par B, qui passe par le centre de la lentille. Je sais qu'il n'est pas dévié et il arrive ici. Donc ici j'ai B', puisque je sais que l'image de B est sur l'écran, et donc je prends un rayon qui est issu de B, il n'est pas dévié, il passe par O, donc j'ai B'. A', de la même manière, en traçant ce rayon ici qui passe par le centre de lentille, j'observe qu'il est ici, et donc en fait, là je retrouve bien l'objet A'B', qui est donc, dont la longueur est I'. Donc on voit qu'au fait que la figure d'interférence va être retournée, puisque AB ici est vers la droite et A'B' est vers la gauche. Alors comme ce sont des franges rectilignes, ça ne change strictement rien, mais c'est intéressant de le remarquer. Et donc, on peut remarquer que I', en fait, c'est la valeur absolue de la longueur, enfin c'est la longueur A'B' en fait.
c'est-à-dire la valeur absolue de la longueur algébrique A'B', et I, c'était la longueur AB, qui est aussi la valeur absolue de la longueur algébrique AB. Or, le grandissement de la lentille, par définition, c'est A'B' sur AB, ça c'est la définition du grandissement d'une lentille quand on a un objet AB, et on sait, quand on travaille avec des lentilles, que c'est aussi OA' sur OA. D'où, bien I' sur I, ça va être égal à la valeur absolue du grandissement, et donc ça va être égal à la valeur absolue de OA' sur OA, c'est-à-dire D sur D. Donc, I' égale grandissement de la lentille fois I, et c'est-à-dire que I' égale D sur D fois I. Donc l'interfrange qu'on va observer sur l'écran est directement relié à l'interfrange de la figure d'interférence fois le facteur de grandissement D sur D. Donc ça veut dire que si on observe ça sur l'écran, et bien ça c'est la distance I', et de la distance I', on peut revenir à la distance I au niveau du plan des miroirs. Alors que se passe-t-il sur l'écran si on diminue petit à petit l'angle du coin d'air? Donc je rappelle que l'interfrange I, c'était lambda sur 2n alpha. Et donc I', ça va être gamma, le grandissement, sur lambda sur 2n alpha. Et bien si vous réduisez petit à petit l'angle alpha du coin d'air, vous allez augmenter l'interfrange de la figure. Donc réduire l'angle alpha va se traduire par une augmentation de l'interfrange. De la figure. Alors ça va être très intéressant lorsqu'on va faire des TP, une augmentation de l'interfrange de la figure. Pardon. Quand on va faire des TP, on va souvent chercher à passer d'un montage coin d'air à un montage lame d'air, et pour ça il va falloir passer d'abord au contact optique, c'est quand les deux miroirs se superposent parfaitement. Et donc pour faire ça, quand on est en coin d'air, il suffit de changer l'inclinaison des miroirs pour voir l'interfrange augmenter, ça veut dire que alpha diminue, jusqu'à avoir une teinte plate qui correspondra au contact optique. Après, il suffira de translater pour passer en lame d'air. Vous voyez, donc c'est intéressant d'avoir ça en tête, le fait que diminuer alpha, ça revient à augmenter l'interfrange. Donc, on retient qu'en montage coin d'air, la différence de marche au voisinage des miroirs est delta égale 2n fois E, où E, en fait, on peut le dessiner très rapidement comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes au niveau d'un point M qui est ici, eh bien vous avez un rayon qui arrive comme ça et qui se réfléchit sur le premier miroir, et vous avez un autre rayon qui parcourt en fait 2 fois l'épaisseur du coin d'air au niveau de M. Et donc au niveau de M, vous avez une différence de marge de 2 fois N fois l'épaisseur du coin d'air au niveau de M. Donc on appelle ça la différence de marche. Et donc vous aurez donc sur l'écran, eh bien, des franges rectilignes dont l'interfrange, donc au niveau des miroirs, l'interfrange c'est lambda sur 2n alpha. Donc voilà la figure d'interférence qu'on observe. Ces franges sont des franges rectilignes, ce sont aussi des franges qu'on appelle des franges d'égale épaisseur. Pourquoi? Parce que vous savez qu'une frange c'est un ensemble de points où delta est constant, et delta dépend directement de l'épaisseur du coin d'air E. Donc si delta est constant, c'est que E est constant, c'est pourquoi nous appelons ça des franges d'égale épaisseur. Donc voilà pour les premières choses qu'on peut dire sur le montage coin d'air. On va aller un petit peu plus loin, on va essayer d'éclairer le coin d'air en lumière blanche et on va observer cela. Alors ça c'est une expérience assez jolie qu'on fait en TP, et on nous demande de repérer l'arrêt du coin d'air. Alors comment faire? Alors on va réfléchir un petit peu à ce qu'on a dit. Avant de travailler en lumière blanche, imaginons qu'on travaille en une certaine lumière jaune par exemple. On a vu qu'on allait observer des franges. Donc par exemple,
On sait qu'au niveau de l'arête de coin d'air, c'est-à-dire quand x égale 0, on a la frange d'ordre 0. Ça, nous l'avions vu. Donc en x égale 0, donc je vais représenter ça, x égale 0, c'est ici, puis je vais dessiner EX ici vers la droite. Donc en x égale 0, j'aurai la frange d'ordre 0, et puis après j'aurai un interfrange qui sera lambda sur 2n alpha. J'essaye de le faire à peu près régulier, donc là, lambda sur 2n alpha. Donc au passage, c'est i qui dépend de lambda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je travaille avec je vais plus me mettre avec du jaune, je vais mettre avec du bleu. J'aurai toujours la frange d'ordre 0 en x égale 0, puisque ça ne dépendait pas de lambda. Par contre, la longueur d'onde du bleu étant plus faible que la longueur d'onde du jaune, j'aurai une interfrange un peu plus petite. Donc ma figure d'interférence, si j'étais avec du bleu, elle serait plus resserrée, comme ça, par rapport à celle avec le jaune. A contrario, si je travaille avec du rouge, la frange d'ordre 0 serait toujours ici, mais cette fois-ci, l'interfrange serait plus grand que celui du jaune, puisque la longueur d'onde associée au rouge est plus grande que celle du jaune. Bon. Alors là, j'ai imaginé que je travaille avec une lumière jaune toute seule, une lumière bleue toute seule, une lumière rouge toute seule. Mais en fait, si je travaille avec une lumière blanche, je travaille avec toutes ces longueurs d'onde en même temps. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la figure d'interférence? Eh bien qu'on sait que des ondes lumineuses de longueurs d'onde différentes sont incohérentes entre elles. C'est-à-dire qu'elles n'interfèrent pas. Donc, on peut superposer, la conséquence de ça, c'est qu'on peut superposer l'éclairement que donnerait le jaune tout seul, à l'éclairement que donnerait le bleu tout seul, à l'éclairement que donnerait le rouge tout seul. Et de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'en x égale 0, toutes les longueurs d'onde interfèrent de manière constructive, c'est-à-dire qu'elles seront présentes. Donc si on va en x égale 0, on va avoir toutes les couleurs de présentes, et donc toutes les longueurs d'onde, toutes les couleurs seront présentes en x égale 0, et donc qu'est-ce qu'on observera? Ce sera une frange blanche. La frange d'ordre 0, celle de x égale 0, sera blanche. Eh bien on la repère directement ici. C'est la frange centrale blanche. Alors que elle va être entourée de deux franges sombres, et puis petit à petit, on va commencer à voir chaque couleur qui apparaît. Donc l'arête du coin d'air, c'est arête du coin d'air. C'est x égale 0. C'est donc la frange d'ordre 0, et nous venons de démontrer qu'elle est blanche. Frange d'ordre 0 pour toutes les longueurs d'onde, et donc on va avoir une frange blanche. En revanche, dès qu'on va s'éloigner du coin d'air, donc comment on peut faire ça pour s'éloigner du coin d'air? Eh bien, ça revient à se décaler vers la gauche, j'allais regarder ce qui se passe un peu plus par là, ou ça revient à monter un des deux miroirs. Vous voyez, si je monte ce miroir-là, l'arête du coin d'air se retrouve ici, et donc au niveau du centre de l'écran, c'est comme si je m'étais éloigné de l'arête du coin d'air. Donc je peux faire ça en translatant par exemple le miroir M1. Vous voyez, le miroir M1, c'est celui dont il y a une vis de chariotage qui permet de le translater. Ben, si je le translate, ça revient à déplacer l'arête du coin d'air par là, et donc je suis plus loin. Et quand je suis plus loin, je vais commencer à voir que voilà, toutes les couleurs, on va avoir des franges bruyantes qui sont à des endroits complètement différents. Et donc, on va avoir pour un endroit donné, loin de la frange d'ordre 0, un certain nombre de couleurs qui vont interférer constructivement, un certain nombre de couleurs qui vont interférer destructivement, de telle sorte qu'on va observer ce qu'on appelle le blanc d'ordre supérieur, et qui est associé à un spectre cannelé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans le cours sur les trous de Young. Et c'est ce qu'on va voir aussi. On va voir disparaître donc les franges d'interférence pour voir apparaître un blanc d'ordre supérieur. Qui est associé au spectre canné. Donc en fait, on va avoir un brouillage. Une autre façon de le dire, c'est qu'on a un brouillage et on a une disparition des franges. Alors, une autre manière de l'interpréter, c'est de dire, si je m'éloigne de l'arête, du coin d'air, j'augmente x, puisque x égale 0, c'est au niveau de l'arête. Si j'augmente x, j'augmente
la différence de marge delta. Or, si j'augmente trop la différence de marge delta, eh bien, à un moment donné, elle va dépasser la longueur de cohérence, qui est la longueur d'un train d'onde, et on sait que quand delta dépasse la longueur de cohérence, on a brouillage des franges. Or, si on travaille en lumière blanche, les trains d'onde sont très courts, et donc il suffit de quelques franges pour avoir dépassé delta égale la longueur de cohérence du train d'onde, et donc de voir le brouillage apparaître associé au blanc d'ordre supérieur. C'est une autre manière d'interpréter la chose. Alors on nous dit juste que dans certains interféromètres de Michelson, il y a des traitements de surface au niveau de la séparatrice et de la compensatrice qui font apparaître un déphasage de pi sur un des deux rayons qui interfèrent. Ça veut dire que, normalement, en x égale 0, les rayons qui arrivaient en phase, au niveau de l'arrêt du coin d'air. Et donc il y avait interférence constructive, pour tous, quelle que soit la couleur. Maintenant, on nous dit qu'il peut y avoir des déphasages supplémentaires de pi sur un des rayons qui interfèrent. Donc on va avoir non plus une différence de marche nulle au centre, on va plus avoir un déphasage nul, mais on va avoir un déphasage de pi, quelle que soit la longueur d'onde. Autrement dit, toutes les longueurs d'onde, dans ce cas-là, vont interférer destructivement en x égale 0, et donc là, on aura une frange centrale au niveau de l'arrêt du coin d'air qui sera noire. Donc, dans ce cas, en x égale 0, le déphasage entre les rayons qui interfèrent vaut pi, quel que soit lambda, et donc on aura une frange sombre quelle que soit la longueur d'onde de la source. Et donc si on éclaire avec du blanc où il y a toutes les longueurs d'onde, et toutes vont amener une interférence destructive, et donc on aura une frange sombre au niveau de x égale 0. Donc ça arrive des fois en TP pour certains interféromètres où en fait l'arrêt du coin d'air est repéré par une frange sombre. Donc voilà les premières choses qu'on pouvait dire sur le montage coin d'air de Michelson. Ensuite, il va s'agir de faire quelques exercices d'application pour mettre ça en application, et surtout faire des TP pour bien ressentir ces choses-là, voir comment s'agencent toutes les différentes propriétés qu'on a vues, afin de savoir passer facilement du coin d'air à la lame d'air, et surtout d'observer un coin d'air en lumière blanche, comme on l'a vu, observer ce genre d'images qui sont assez jolies, et qui sont très intéressantes à obtenir.